Allez, on va ouvrir la page de ce Club des territoires qui est consacrée à la disparition de Gérard Collomb, qui est décédé samedi à l'âge de 76 ans. L'ancien maire de Lyon, ex-ministre de l'Intérieur, a été l'un des compagnons de la première heure d'Emmanuel Macron. Et Mathias, vous avez retracé le parcours politique de celui qui a modernisé Lyon, modernisé la capitale des Gaules. On va regarder votre portrait. Gérard Collomb était un homme politique à l'ancienne. Plus de 40 ans d'engagement au plus haut niveau, mais une grande partie passée à l'ombre des projecteurs. Je crois que je suis comme ça. Donc ça plaît pas. En 1981, à 34 ans, c'est un Gérard Collomb, professeur de lettres classiques, adhérent du Parti socialiste, qui devient député du Rhône. C'est, après Charles Hernu et Jean Popren, une nouvelle génération de militants politiques de 30, 40 ans qui accèdent maintenant, avec ces nouvelles fonctions, à une dimension politique nationale et que pour la suite des événements, je pense que c'est fondamental. Député puis sénateur, si ses premiers mandats sont nationaux, sa véritable obsession, qui le suivra tout au long de son parcours, c'est sa ville, Lyon. Candidat malheureux à 4 reprises de 1977 à 1995, c'est en 2001 que cet infatigable arrache à la droite une ville qu'elle détient depuis plus de 50 ans. Un petit peu d'émotion dans cette minute où je deviens maire de Lyon, et puis le désir de servir cette ville. À la tête de la capitale des Gaules, le nouveau maire revêt ses habits de bâtisseur. Avant, nous avions un immense parking à voiture et donc personne ne pouvait venir se promener à pied. Là, nous avons reconstruit sur 6 km un espace de nature près du fleuve. Un travail de terrain qui lui permettra de faire 3 mandats de maire. Je disais au début de mon premier mandat que nous avions l'ambition d'être comme Barcelone, comme Amsterdam, comme des grandes villes européennes. Tout le monde riait. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nous sommes en train de passer devant un certain nombre de ces grandes villes. Malgré la victoire de François Hollande en 2012, sa stature de sénateur-maire de la 3e ville de France ne lui servira pas de marchepied jusqu'à un quelconque ministère parisien. En 2014, il fait partie des parlementaires de gauche dits réformistes et prône un socialisme du XXIe siècle. Penser à faire en sorte que les gens ne soient pas chômeurs, penser qu'ils n'aient pas des emplois précaires, à mon avis, c'est ça le socialisme appliqué à la réalité. Gérard Collomb est un des premiers marcheurs à croire en Emmanuel Macron, qui, une fois élu à l'Élysée, récompense ce fidèle et fait de lui son ministre de l'Intérieur et un ministre d'État. Une expérience place Beauvau en demi-teinte. Et puis arrive l'affaire Benalla. Ce que je peux vous assurer, c'est que tout ceci ne vient pas du ministère de l'Intérieur. La défense du ministre de l'Intérieur déplaît au sommet de l'État et marque le point de départ de désaccords politiques plus profonds entre le locataire de Beauvau et le président de la République, avec une rupture retentissante. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. Une démission refusée dans un premier temps, mais maintenue par Gérard Collomb. De retour à Lyon, l'idylle est terminée. Non retenu pour être candidat à la mairie et battu à la métropole, Gérard Collomb quitte la vie politique par la petite porte dans un dernier mariage de circonstances avec la droite locale. Trop de gauche pour certains, trop de droite pour d'autres, Gérard Collomb n'aura suivi au long de sa vie qu'une seule boussole, celle de son bon sens, d'un tempo sans se précipiter et de son engagement auprès des Lyonnais. Bonjour à tout le monde. Voilà pour ce portrait de vous. Mathias, ce portrait de Gérard Collomb. Yves, qu'est-ce que vous retiendrez du parcours politique de Gérard Collomb ? C'est un parcours un peu atypique parce que c'est jamais quelqu'un qui a cherché la lumière, c'est jamais, à l'heure de la médiatisation à outrance, c'est toujours quelqu'un qui a été assez sobre sur ce front-là. C'est une personnalité qui n'a jamais renié ses convictions, c'est-à-dire que c'était un socialisme extrêmement modéré, assez, je dirais, réaliste d'une certaine façon. Et il avait un attachement à sa ville. D'ailleurs, il n'est pas né à Lyon. Hein. Il est associé à Lyon, mais je crois qu'il est né à Chalon-sur-Saône. Ouais. Et c'était un homme extrêmement sympathique.
Un symbole de méritocratie, il faut le souligner aussi, puisque ses parents étaient des gens d'extraction extrêmement modeste. Et lui, il a réussi à être agrégé de lettres. Il était d'ailleurs extrêmement cultivé, parce que j'ai beaucoup parlé avec lui de littérature. Je peux vous dire que c'était toujours très intéressant. Et puis bon, il a cru aussi, c'est le premier, un des premiers, qui a cru en Emmanuel Macron. Puis alors après, ça s'est gâté parce que Macron n'a pas tenu toute la promesse que voulait mettre en lui Gérard Collomb. Non, c'est un homme attachant. Très attachant. On va évoquer sa relation à Emmanuel Macron, mais Mathieu Souquier, on l'a entendu dans le portrait de Mathias, sa boussole première, c'était Lyon. Enfin, il s'est beaucoup investi pour changer, moderniser sa ville. C'est ça, il fait partie de ces figures de grand-mère, comme on en a beaucoup connu. Il y a eu Barre, d'ailleurs, avant lui, à Lyon. Raymond Barre, oui. Absolument. Il y avait Mauroy à Lille, il y avait Juppé à Bordeaux. Alors, la différence avec ceux que je viens de citer, c'est que précisément, comme vous le disiez dans votre reportage, lui n'a jamais occupé de fonction politique nationale de première envergure, si ce n'est à la fin grâce à Emmanuel Macron, mais il était, y compris au Parti Socialiste, plutôt en marge. Il incarnait d'ailleurs l'aile droite du Parti Socialiste, l'aile dite des réformateurs, avec une forme de social-libéralisme assumé. C'était ça, effectivement, Gérard Collomb. Alors, peut-être du coup une figure locale qui s'apparentait davantage à un Georges Frêche, c'est-à-dire quelqu'un qui pesait très lourd et qui a fait énormément, et considéré comme tel par sa population, pour faire changer sa ville de dimension, mais qui, au plan national, en réalité, était relativement discret. S'il a eu une vraie carrière nationale, c'est grâce à Emmanuel Macron. Et ça, précisément, en fait, l'évolution de la relation entre les deux dit quelque chose de ce qui s'est passé au cours de ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a vu que Gérard Collomb était un des premiers à l'avoir soutenu, peut-être même un des rares. Il n'était pas très nombreux parmi les politiques de premier plan à être autour d'Emmanuel Macron en 2016. Donc il est vraiment celui qui lui a mis le pied politiquement à l'étrier. Il y a deux figures qui auront compté. Il y a Gérard Collomb au moment de l'impulsion initiale, et puis il y a François Bayrou à la fin pour les 5% restants, les derniers mètres de la campagne. Mais on voit bien que ce sont deux figures... Grâce à Gérard Collomb, d'ailleurs. Absolument. Mais donc on voit bien que ce sont les deux figures politiques d'importance qui ont joué un rôle majeur, en fait, dans l'élection d'Emmanuel Macron. Il a été probablement un des premiers et un des plus fervents soutiens. Il a été ensuite parmi ceux qui ont été le plus déçus et même les plus sévères. Dans le diagnostic, je termine là-dessus, il est celui qui avait dénoncé l'hubris d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y avait la ligne politique, mais autant que la ligne politique, il y avait surtout en fait la pratique du pouvoir qui semblait avoir introduit un coin assez fort entre Emmanuel Macron et son ancien mentor. Oui, voilà, c'est une relation très intéressante, cette histoire entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron. Gérard Collomb, il a d'abord senti qu'il y avait une opportunité, il a senti le vent tourner, notamment au Parti Socialiste, et qu'il fallait plus se tourner vers le centre-gauche et une alliance avec le centre-droit. Comme l'a dit Mathieu, il a toujours été marginalisé, ou il s'est toujours tenu à l'écart, à l'aile droite du Parti PS. Socialiste. Et donc, je pense qu'il a trouvé en Emmanuel Macron quelqu'un... qui enfin correspondait parfaitement à ce qu'il pensait, à son adéquation idéologique. Et on le voit dans votre reportage, l'émotion qui l'étreint quand il y a l'investiture du président de la République. J'étais là, moi, d'ailleurs, et je peux vous dire que ça a marqué toute la salle, quoi, toute la salle des fêtes de l'Élysée. C'est un moment intense, quoi. Il est au bord des larmes, Gérard Collomb, pour lui. Et c'est la sincérité aussi qui parle. Ça veut dire que ça y est, on y est. Ça y est, ça peut enfin marcher, quoi, ce socialisme tel qu'il le concevait lui. Et donc, oui, la relation était très forte. C'était la relation d'un père avec un fils. Et moi, j'ai fait plusieurs émissions avec Gérard Collomb pendant la campagne électorale de 2017, et Gérard Collomb, très vite, dès 2016, il a accompagné, et alors là, il est sorti de sa ville pour faire des émissions de télé où on le voyait jamais, pour essayer d'enfoncer le clou et de persuader tout le monde que c'était le bon candidat. Et puis Emmanuel Macron le nomme au ministère de l'Intérieur, et ça devait être une récompense dans la fin de carrière politique de Gérard Collomb, et en fait ça devient une épreuve. Ça a été compliqué, ce passage à Beauvau pour oui, on voit que ça n'a pas matché. Alors je ne sais pas s'il restera, contrairement à ce qu'a dit Gérald Darmanin ce matin, je ne sais pas s'il restera précisément dans la mémoire
du ministère de l'Intérieur comme un des plus grands ministres de l'Intérieur. Et on sait que précisément avec l'affaire Benalla, qu'il a eu à gérer en tant que ministre de l'Intérieur, là encore, le coin a été introduit entre les deux. Un petit complément peut-être sur sa figure de grand élu local. Un petit complément, en réalité, 2 petits bémols. Comme bien souvent, en fait, ces figures de grands barons local sont des figures d'hommes politiques relativement autocratiques. Donc on sait que précisément Gérard Collomb à Lyon a laissé assez peu de place pour tout ce qui pouvait exister autour de lui, et y compris d'ailleurs assurer sa succession. Et bien souvent, la fusion avec la ville précisément dure un peu trop longtemps. Et on avait pu observer aux dernières municipales que probablement que Gérard Collomb avait commis l'erreur, comme beaucoup d'autres avant lui, en fait, de prolonger un peu trop l'histoire d'amour avec Lyon. D'ailleurs, oui, cette histoire avec Lyon, elle finit mal, puisque bien, les écologistes ont conquis la ville et il a essayé tant bien que mal de faire une alliance avec la droite, alors qu'il vient quand même du PS, et voilà, ça n'a pas marché. Oui, non, il a... Et puis bon, ses successeurs potentiels ou ses héritiers sont partis en guerre, quoi. C'était... parce que c'est ça aussi, il a divisé son camp. Enfin, son camp s'est divisé. C'est assez intéressant parce que Lyon est une ville qui a souvent été gouvernée par des grands élus locaux qui n'étaient pas connus nationalement. Gérard Collomb n'était pas connu avant qu'il participe à l'aventure d'Emmanuel Macron. Et avant lui, quelqu'un qui n'a rien à voir avec sa famille, qui est un homonyme qui s'appelle Francisque Collomb, a été maire de Lyon. Vous avez eu Pradier, qui n'était pas du tout connu. Il n'y a eu que 2 maires nationalement connus. C'est Édouard Herriot, évidemment, l'homme du cartel des gauches, et puis Raymond Barre, qui était le Premier ministre. Michel Noir, pour de mauvaises raisons. Pour de mauvaises raisons. Mais malheureusement, il n'est pas resté très longtemps. Avec le sujet précédent. Malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais il n'est pas resté très longtemps. Et puis Mathieu Souquet, on l'a entendu dans le portrait de Mathias, au moment de quitter le ministère de l'Intérieur, Gérard Collomb a cette phrase, je le recite, aujourd'hui nous vivons côte à côte, demain je crains que nous vivions face à face. Est-ce que d'une certaine manière, d'ailleurs cette phrase a été reprise dans les hommages qui venaient de la droite ce week-end et du Rassemblement national, est-ce que d'une certaine manière il a été visionnaire quand on voit l'état actuel du pays ? Je sais pas. Il avait dit dans le même temps, en tout cas, on a beaucoup retenu ça. Effectivement, les hommages qui viennent de la droite pointent ce discours-là, qui fait écho précisément au discours de la droite. Alors, ça fait longtemps qu'une partie de la gauche tient de toute façon un discours de fermeté sur les sujets régaliens. Il avait dans le même temps aussi fait valoir l'idée d'un benchmark. On va parler loi immigration tout à l'heure. Gérard Collomb a porté lui-même une loi immigration il y a relativement peu de temps, à l'occasion de laquelle il avait évoqué en fait le benchmark des migrants et le fait que le système de protection sociale français extrêmement généreux produisait une forme d'appel d'air. Bon, il l'a dit ça et ça a été retenu, et en même temps, pardon, mais on sait bien, en tout cas les démographes et les sociologues du sujet, connaisseurs du sujet, disent bien que non, précisément, si Emmanuel Macron a su rendre la France attractive pour les capitaux du monde entier, Paris est redevenu une place d'investissement, ça n'est plus depuis longtemps un pays attractif en matière de migration. Et on sait qu'on est parmi les pays européens, en réalité parmi les grands pays européens, parmi les moins attractifs. Donc l'idée de lier en fait la générosité entre guillemets de notre modèle social et une réalité migratoire soi-disant envahissante, en fait, ne tient pas la route de l'analyse en réalité. Yves Tréhard, dans les dernières années de sa vie, finalement, Gérard Collomb, est-ce qu'il s'est droitisé dans son analyse de la société ? Peut-être, oui. Et cette phrase, elle a des accents de droite, effectivement, mais je pense qu'il n'avait pas besoin de ça. Il ne s'est pas droitisé. C'était quelqu'un qui était sincère, c'était quelqu'un qui était assez direct dans l'expression. Et après tout, cette phrase, elle a peut-être une réalité. Et quand vous regardez un peu la situation de la société française, parfois vous vous posez la question quand même. Oui, c'était pas prophétique, c'était un sentiment, c'était une sensation, et Gérard Collomb était sans doute parmi le personnel politique. Il y a une chose aussi, vous savez, il avait pris le parti de Ségolène Royal quand elle avait été candidate à l'élection présidentielle, et il avait cette chose en commun avec Ségolène Royal. Alors, après, on aime ou on n'aime pas, c'est ce côté intuitif. Il était intuitif, et d'ailleurs il a été intuitif en prenant l'option Macron, puisque ça a marché. Mais il sentait les choses comme ça. On va continuer ce Club des territoires en évoquant le projet de loi immigration qui arrive à l'Assemblée nationale. Il est débattu cette semaine par la Commission des lois et les députés de la majorité présidentielle ont déjà prévu de réécrire l'article de la discorde, anciennement article 3, désormais article 4 bis, l'article sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Les députés de la majorité présidentielle qui veulent trouver un compromis entre la version initiale de régularisation automatique et la version modifiée par le Sénat, une version
durcie avec une régularisation au cas par cas, selon le pouvoir discrétionnaire du préfet. On va écouter sur ce point le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, Sacha Houlié, qui évoque la réécriture de cette mesure. Nous avons travaillé avec le rapporteur général pour tenir compte des remarques du Sénat qui nous disent on ne veut pas régulariser tout le monde, parce qu'il y avait des personnes qui ne le méritent pas, dont acte. C'était d'ailleurs l'idée du projet de loi initial de dire dans un article 13, tous ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République, on peut leur retirer ou refuser de renouveler un titre. Donc ça, c'est conservé. Ce que nous allons écrire dans la loi, ce que nous voulons écrire dans la loi, c'est que le préfet délivre des titres à ceux qui sont dans les métiers en tension, qui justifient d'une ancienneté sur le territoire et qui par ailleurs ont une durée de travail suffisante, le tout dans une expérimentation donc qui s'achèvera. Ce n'est pas l'appel d'air que j'ai entendu dire, ça n'est pas pour toute la vie. Donc on régularise ceux qui sont là, et puis ceux qui par contre posent des troubles à l'ordre public, ceux qui sont polygames ou ceux qui respectent pas les valeurs de la République, le préfet pourra dire non, il pourra s'opposer, il aura un avis qui pourra motiver pour refuser cette régularisation. Mathieu Souquer, à force de réécrire cet article sur la régularisation des travailleurs sans papier, est-ce que Gérald Darmanin et la majorité présidentielle vont réussir à trouver cette majorité et à convaincre à la fois l'aile gauche de la majorité présidentielle et les Républicains ? Ce qui se passe quand même dit bien qu'on est face à un sujet qui précisément divise l'opinion, mais qui aussi divise la classe politique et qui surtout divise la partie de la classe politique qui aurait dû s'unir autour de cette affaire. Ça divise la majorité, parce que ce que dit Sacha Houlié s'adresse autant aux Républicains qu'à Gérald Darmanin. Donc on voit bien que pour des raisons de fond, et on aurait pu aussi évoquer la sortie de Gilles Legendre d'hier ou de ce matin, l'ancien président du groupe de la majorité à l'Assemblée nationale, on voit bien que la majorité présidentielle, la majorité gouvernementale elle-même est divisée autour de cela pour des raisons de fond. Il y a des divergences de vues autour de cette affaire. Et on voit bien que chez LR, la division existe. Alors, elle existe pour des raisons davantage tactiques que de fond, mais en attendant, on a chez les macronistes comme chez les républicains en fait un Sénat et une Assemblée nationale qui ne parlent pas du tout d'une même voix, et on voit qu'on a en plus chez les républicains précisément au sein même du groupe à l'Assemblée nationale, qui pourtant n'est pas très important, de vraies divergences de vues et de vraies divergences tactiques. Donc cette idée de cacophonie autour d'un sujet sur lequel normalement la majorité gouvernementale et la majorité des républicains devraient s'unir fait désordre. Yves Tréhard, est-ce que Gérald Darmanin, selon vous, va réussir à obtenir cette majorité autour de son texte immigration ? En fait, il a tout fait dans la coulisse, pour essayer d'acheter, entre guillemets, attention, essayer de rallier à l'abstention, plus exactement, voilà le terme exact, pour rallier à l'abstention de quelques députés, notamment LR, justement. C'est ça, c'est tout le pari aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ceux qui sont mi-chèvre, mi-chou, qui sont pas complètement convaincus, mais qui sont peut-être plutôt contre ce projet de loi, eh bien, ne votent pas, ou s'abstiennent plus exactement. Et donc, c'est tout ce qu'il a fait. Et on a vu, je crois que c'est dans la Tribune d'hier, le journal de la Tribune dimanche, que il y avait effectivement 17 députés LR qui ont dit qu'ils voteraient ce texte immigration s'il restait dans l'esprit de la version du Sénat. Dans la version du Sénat, exactement. Donc on verra. Ça, moi, à mon avis, c'est un exercice d'équilibre extrêmement compliqué. Ça risque d'être très chaud quand même pour lui. Et il y a trois options. Soit ça passe pas, et à ce moment-là, c'est un gros échec pour lui. Soit il recourt au 49.3 avec la Première ministre, alors qu'il ne veut pas recourir, enfin c'est ce qu'il dit, et à ce moment-là, ça sera aussi un échec. En revanche, si jamais il arrive à ses fins, alors là, ça deviendra l'homme très fort de la majorité. Il y a un enjeu pour Gérald Darmanin, il y a un enjeu aussi pour les oppositions, notamment à droite, avec ces Républicains. On entendait la semaine dernière le président du groupe LR à l'Assemblée nationale qui disait « Eh bien, on ne va pas voter ce texte, même la version du Sénat ». Finalement, il y a 17 de ces députés qui disent « On va la voter ». Il y a un enjeu de crédibilité sur ce thème de l'immigration pour les LR. Oui, il y a une cacophonie totale, alors même qu'on a compris que le durcissement que les sénateurs avaient porté, l'idée de durcissement de la loi que les sénateurs avaient porté, en réalité, elle fait plutôt l'unanimité désormais à droite chez les Républicains. Je veux dire, on voit bien la droitisation du parti. Il y a quelques années, les leaders de ce parti, c'était, au moment de la dernière primaire par exemple, c'était Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Nathalie
Kosciusko-Morizet et encore Bruno Le Maire à l'époque. On voit qu'aujourd'hui, les leaders de ce parti sont Éric Ciotti, Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy au Parlement européen et Laurent Wauquiez. Donc à travers y compris la figure de ces leaders et les lignes politiques qui les incarnent, on mesure en fait ce qu'est la droitisation de ce parti. Ou plus exactement, pendant très longtemps, on avait un désalignement entre les leaders de ce parti, plus modérés que la base militante de ce parti, qui sur les questions régaliennes et en particulier sur la question migratoire, avait déjà ripé en fait vers, pour partie, l'extrême droite. Donc précisément, il y a normalement en fait un alignement des Républicains qui fait qu'il devrait y avoir unité du camp autour de la ligne politique retenue et qu'elle n'existe pas. Donc c'est ça précisément, je pense, qui fait désordre. Ensuite, sur la partie politique, on voit bien que précisément les Wauquiez, Ciotti, Retailleau et les autres ne veulent pas faire de cadeau à Gérald Darmanin. Parce que précisément, parmi les héritiers de la Macronie, à droite, il y a Édouard Philippe, il y a BLM et il y a potentiellement Gérald Darmanin. Bruno Le Maire. Faire un cadeau aujourd'hui à Gérald Darmanin, c'est potentiellement l'installer comme un héritier crédible d'Emmanuel Macron pour 2027. Et puis quand on va encore plus à droite, le Rassemblement national, Marine Le Pen qui a dit que les députés RN ne voteraient pas ce texte immigration, qualifié de petite loi sur ce sujet de l'immigration. On va écouter le patron du parti, Jordan Bardella, qui répondait ce matin justement à Sacha Houlié sur cette régularisation des travailleurs sans papier. Tous ces gens ont une responsabilité dans l'explosion des violences aujourd'hui dans les villes, dans les campagnes, dans les territoires ruraux. Et précisément ces gens-là qui aujourd'hui ont une responsabilité politique et morale dans ce que vivent les Français viennent devant les caméras de télévision en accusant et en portant une colère beaucoup plus lourde à l'encontre de ceux qui dénoncent le laxisme, l'insécurité et l'immigration depuis 30 ans, mouvement politique auquel j'appartiens, plutôt que contre ceux qui commettent des crimes et des délits. Yves Tréhard, quand on entend cette réaction de Jordan Bardella, on sent que le RN, dans le climat très tendu actuel du pays, veut encore créer davantage un lien entre immigration et insécurité. Oui, c'est pas nouveau, hein. Ça a toujours été le cas, et c'est le cas, je vous ferai remarquer, d'une grande partie du personnel politique, y compris à gauche. Hein. Maintenant, il n'y a plus tellement de tabous là-dessus. Oui, mais cela dit, c'est un retour, je dirais, à leurs fondamentaux, parce que on les entendait pas tellement parler de sujets régaliens ces derniers temps. C'était plutôt des sujets sur l'économie, le pouvoir d'achat, la vie chère, l'inflation. C'était là-dessus qu'on les entendait. Donc, ils reviennent sur ce sujet qui me paraît tout à fait dans la droite ligne de leur discours habituel. Hein. Mathieu Souker, le RN essaye de faire monter la tension autour de ce texte, alors qu'une majorité de Français est plutôt favorable à ce texte. Oui, c'est leur fonds de commerce. Alors ensuite, quand on écoute les propos de Jordan Bardella, en fait, on peut repenser à la façon dont Jean-Marie Le Pen parlait déjà de ça il y a une trentaine d'années. Et je dis ça parce que dans les années 2000, Jean-Marie Le Pen était le leader de l'extrême droite. Évidemment, il y est, alors sans le moindre filtre à l'époque déjà, la question sécuritaire et la question migratoire. On avait au ministère de l'Intérieur un ministre qui ne parlait pas d'ensauvagement, comme le fait aujourd'hui Gérald Darmanin, mais qui parlait de sauvageon. C'était à l'époque Jean-Pierre Chevènement. Donc on a le sentiment qu'en fait, 30 ans après, les discours sont à peu près les mêmes, et on observe qu'en 40 ans, on a quand même fait adopter une trentaine de lois immigration. Je vous parlais de la dernière avec Gérard Collomb il y a deux ans et demi à peine en réalité. L'idée, c'est quand même, politiquement, en tout cas le signal envoyé, c'est de dire, avec cette nouvelle loi, on prend la question de l'immigration à bras-le-corps, c'est-à-dire qu'on réaffirme le fait qu'il n'y a pas d'impuissance politique en la matière et qu'au contraire, le volontarisme politique peut obtenir des résultats. Mais en fait, non. Par contraste, je dirais, et en creux, à partir du moment où on a aligné une trentaine de lois en 40 ans en ayant les mêmes discours et dans l'opinion le même ressenti, il s'agit de ressenti, mais dans l'opinion le même ressenti, on a le sentiment précisément que l'impuissance politique, elle est pour partie là. Allez, on va finir ce club par notre revue de presse des territoires. Et Mathias, à la une de nos quotidiens régionaux, on revient sur le drame de Crépol dans la Drôme. Oui, depuis le meurtre de Thomas, 16 ans, dans la Drôme, une campagne de représailles est menée par l'ultra-droite. Virtuellement, d'abord, cette colère laisse aujourd'hui place à ce qui s'apparente à des expéditions punitives, une tension prise au sérieux, comme le montrent les dernières nouvelles d'Alsace et le Dauphiné libéré pour une situation inquiétante que la police sur place juge inflammable. Le Progrès de Lyon donne ce matin la parole aux Lyonnais. Après les hommages politiques, le journal de Lyon donne cette fois la parole à celles et ceux qu'il connaissait peut-être le mieux, ses concitoyens. Le Progrès s'est donc rendu dans le 9e arrondissement de la capitale des Gaules, fief de Gérard Collomb, pour recueillir témoignages et souvenirs. Certains se rappellent d'un maire visionnaire qui a changé leur ville.
À la une ce lundi, le retour des rhumes également, Mathias. Oui, cette inquiétude du journal Sud-Ouest. Les gestes barrières se perdent. Port du masque dans les espaces clos, lavage des mains, utilisation de gel hydroalcoolique. Le journal de Nouvelle-Aquitaine nous rappelle l'intérêt de ces gestes, surtout avec un pic des maladies hivernales qui pourrait arriver plus tôt que prévu cette année, Alexandre. Donc on récapitule. Si on a des symptômes grippaux, masque, on se lave les mains et distance sociale. Les gestes barrières. Et puis Mathias, vous avez décidé d'ouvrir une page Noël. On est quasiment à un mois... Des fêtes, voilà. Un peu moins d'un mois des fêtes. Ouais. C'est ça, la Voix du Nord a réalisé un chariot test à moins d'un mois des fêtes de fin d'année. Résultat, sans surprise, les prix resteront élevés cette année encore sur un panier d'une quarantaine de produits alimentaires du quotidien. C'est pratiquement 20 € de plus lors du passage en caisse par rapport à la même époque l'année dernière. Pour ce qui est des stars des tables des fêtes, le champagne, le foie gras et les huîtres, les prix resteront hauts malgré une tension moins importante sur le marché de l'offre. Et puis pour terminer, on finit sur une note de conifères. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà fait votre sapin, Alexandre ? Eh bien oui, ce week-end. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit. Bon, c'est raté. C'était peut-être l'occasion d'essayer un sapin bio. Le journal du Centre nous parle dans son dossier du jour de cette culture encore minoritaire dans la filière du sapin de Noël du Morvan. Pour les producteurs, c'est une charge de travail supplémentaire, mais l'idée avance dans les mentalités. Surtout que pour l'heure, il faut le noter, un sapin bio ne se vend pas plus cher qu'un sapin conventionnel, qui plus est en passant par de la vente directe. Merci beaucoup, Mathias, pour votre revue de presse régionale. On finit par la une du Figaro. Yves, avec ce titre, l'économie ralentit. Macron cherche un nouveau souffle. Oui, parce que c'était le front sur lequel il avait les meilleurs succès, notamment l'emploi. Et puis là, on voit que le chômage repart à la hausse. Et puis, les nuages s'accumulent à l'horizon. Et donc, il y a des perspectives économiques qui sont beaucoup moins favorables qu'elles ne l'étaient jusqu'à présent. Quand le reste marche pas très fort, ça va être un passage difficile. Ça va être compliqué. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce club des territoires. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 18h avec votre émission Sens Public présentée par Thomas Hugues. Et puis demain, vous retrouverez à cette place Oriane Mancini. Très bonne journée sur Public Sénat.